Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec émotion et tristesse que nous avons appris dans la soirée d'hier la disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre hommage dans notre hémicycle à un homme d'État au parcours exceptionnel qui a profondément transformé notre pays. Valéry Giscard d'Estaing a occupé successivement les plus hautes fonctions de la République, à chaque fois d'ailleurs de manière précoce. Secrétaire d'État aux Finances de 1959 à 1962, il devient ministre des Finances et des Affaires économiques en 1962, sous la présidence du général de Gaulle. Il avait 36 ans. Et il restera ce ministre-là jusqu'en 1966. Il occupe à nouveau ce poste de 1969 à 1974, sous le mandat du président Georges Pompidou, avant d'être élu à la présidence de la République. Valéry Giscard d'Estaing incarne alors l'avenir, le changement. Il admire profondément le général de Gaulle, même s'il lui arrive d'avoir avec lui des désaccords politiques qui commenceront par le 8 mai, se poursuivront parfois avec un regard sur la manière d'exercer le pouvoir. Mais n'oublions pas son engagement en 1944 dans la première armée française. Il avait 18 ans. Candidat à l'élection présidentielle, il affronte les électeurs avec une image, celle de la modernité, un projet, la société libérale avancée, un slogan, le changement sans risque, et quelques belles formules. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Président de la République à 48 ans, il entreprend alors une vaste politique de réforme. Il souhaite aller vers une démocratie renforcée, plus de libéralisme, et faire entrer de plein pied notre pays dans ce qu'il qualifie de monde moderne. D'abord, pour signifier de manière symbolique un changement de style, l'injure au chef de l'État cesse, je le rappelle, d'être un délit. Puis vint l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Changement capital dont même Michel Debré admet dans ses mémoires le caractère positif, et notamment ce qu'il représente pour les oppositions et les minorités dans nos deux assemblées. C'est aussi l'abaissement de la majorité à 18 ans. C'est aussi la loi qui humanise le divorce en introduisant la notion de consentement mutuel. C'est la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. C'est la réforme de l'ORTF. Les organismes de radio et de télévision cessent, et je reprends son expression, d'être la voix de la France. La loi informatique et liberté, dont nous reparlerons, je pense, très bientôt encore ici, et la création de la CNIL, c'est lui, avec le rôle central du président du Sénat d'alors, Alain Poher. La création d'un secrétariat d'État à la qualité de la vie qui protège la nature et vise à endiguer, je cite, l'urbanisation excessive. La loi Sécurité et liberté, défendue par Alain Peyrefitte, réforme d'une autre inspiration, puisqu'elle tente de rassurer déjà une opinion publique inquiète des progrès de l'insécurité. Il prend un certain nombre de mesures en faveur des femmes. La création d'un secrétariat d'État à la condition féminine, conduit par François Giroud. C'est aussi le moment où la contraception devint libre et gratuite. Mais c'est aussi avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, un moment très important, loi défendue avec tant de noblesse de courage par Madame Simone Veil. Il manifesta sa résolution, mais aussi son esprit d'indépendance. Enfin, c'est sous son septennat, pour le plus grand bonheur des ministres, il y a les questions au gouvernement.
C'est un Européen convaincu qui accède à la magistrature suprême. Soutenu par le chancelier Helmut Schmidt, il relance le processus européen. Il contribuera à créer le Conseil européen, qui permet aux chefs d'État et de gouvernement des 9 pays membres de la Communauté économique européenne de se réunir au moins 3 fois par an pour un examen des dossiers communautaires. Il fait adopter le principe de l'élection au suffrage universel des députés au Parlement européen. Jean Monnet reconnaîtra que l'institution de ce Conseil a été la création la plus importante après le traité de Rome. Le choix de Simone Veil comme premier président de l'Assemblée européenne à Strasbourg lui doit beaucoup et concrétisera l'influence et l'action de la France. Le rôle décisif qu'il jouera dans la construction européenne lui vaudra plus tard d'être désigné comme président de la Convention qui proposera une constitution pour l'Europe. Après son échec en mai 1981, il éprouve un sentiment d'injustice qu'il décrit dans son livre « Le pouvoir et la vie ». Il revint vers son Auvergne, où il va gravir à nouveau les échelons de la vie politique, la députation et la présidence du Conseil régional. La pensée de Valéry Giscard d'Estaing, telle qu'elle s'exprime dans Démocratie française, est une exhortation à l'apaisement politique par un appel à substituer le dialogue au conflit, la négociation à la lutte. Une inspiration qui vise à conjurer la fatalité de la seule bipolarisation. Valéry Giscard d'Estaing était attaché au bicamérisme. Il demeure le seul président de la République à être intervenu au sein même de cet hémicycle. C'était le 27 mai 1975. C'était le centenaire du Sénat de la République. Et je le cite, évoquant la Troisième République. Plus circonspect que la Chambre des députés, moins sensible qu'elle à la séduction des idéologies non encore éprouvées au contact des réalités. Le Sénat a apporté dans la gestion des affaires publiques le concours de l'expérience et de la sagesse. Fin de citation, comme un écho au discours de Bayeux prononcé en 1946 par le général de Gaulle. Nous garderons tous le souvenir de sa grande intelligence, d'un président moderne et réformateur, d'un militant de la construction européenne. Je lui rendais visite chaque année et son intelligence fulgurante me frappait à chaque rencontre, encore il y a quelques mois. À son épouse, à sa famille déjà éprouvée et à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je crois qu'avoir ce temps de pensée, ce temps aussi de partage de peine, mais aussi ce temps d'unité, pour que nous ne soyons pas simplement 2 Français sur 3, mais 3 Français sur 3 à croire en la République et en ses valeurs, dans la diversité que nous sommes. En ce jour où notre Assemblée va examiner les crédits de la mission Outre-mer, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer l'intérêt que Valéry Giscard d'Estaing portait aux Outre-mer. Il fut le premier président de la République à se rendre dans l'île de Wallis. Il fut aussi celui du référendum sur les Comores, avec les conséquences que l'on sait. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Nous aurons un moment de recueillement et je remercie encore la présidente Laurence Rossignol hier d'avoir, au cours de nos débats, montré que le Sénat était attentif dans notre diversité à ce grand homme d'État. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est également avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce matin devant vous, en m'associant, Monsieur le Président du Sénat, au nom du gouvernement, à votre hommage. Le Président de la République s'adressera à la Nation ce soir. Vous avez terminé votre propos, Monsieur le Président du Sénat, en rappelant l'intérêt et la marque qu'a porté le Président Giscard d'Estaing aux différents Outre-mer. Il est vrai que les grands chantiers de modernisation de notre pays ont trouvé un écho singulier dans les différents territoires d'outre-mer, notamment pour les femmes et notamment pour la jeunesse.
celui que la presse a appelé le prince qui a fendu les océans. Effectivement, c'était pris d'outre-mer. Il l'a fait comme secrétaire d'État, il l'a fait comme ministre, et il a tenu à parcourir chacun des territoires lors de son septennat, à l'exception de 2, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane. Mais dans l'océan Atlantique, il a marqué les Antilles dans un moment compliqué socialement, et on se souvient d'un déplacement qui fut tendu, mais sur lequel il a su justement trouver les mots pour renouer avec la population et surtout trouver des initiatives diplomatiques importantes qui ont permis de positionner la Martinique et la Guadeloupe au cœur de grands sommets internationaux, notamment dans la guerre froide, avec cette rencontre avec le président Ford, avec un sommet important avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Dans l'océan Indien, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du Sénat, la décision difficile des Comores, avec la préfiguration de ce qui deviendra ensuite la départementalisation de Mayotte, la relation charnelle avec la Réunion, et pour cause, son Premier ministre Raymond Barre avait ce lien si charnel avec ce département. Puis bien sûr le Pacifique. Premier président de la République à aller à Wallis, en annonçant l'arrivée de la radio à Wallis et à Futuna. Le rôle du président Giscard d'Estaing en Polynésie, évidemment, avec ce cheminement sur le statut de l'autonomie. Peut-être, si vous me le permettez, Monsieur le Président, un mot plus particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Et vous le savez, je regarde ce territoire avec beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce qu'on a trop souvent oublié que le président Giscard d'Estaing, quelques années avant les événements, fut le premier président de la République à lancer une grande réforme foncière, le plan d'Ijoux, qui fut la réforme foncière, le premier acte de rééquilibrage entre les Kanaks et les non-Kanaks. D'un point de vue plus personnel, Monsieur le Président du Sénat, j'aurais moi aussi le souvenir d'un homme intelligent, érudit, drôle, très drôle, curieux, posant des questions à un tout jeune secrétaire d'État à l'écologie que j'étais avec beaucoup de curiosité, se passionnant, mesdames, messieurs les sénateurs, pour les éoliennes, vous le savez, mais aussi pour l'énergie nucléaire, mais aussi pour la place de la France en Europe. Cette érudition, cette capacité à aller vite, cette curiosité, cette bienveillance également, quoique parfois un peu taquine, je dois bien l'avouer, nous ne l'oublierons pas. Et il est vrai que le président Giscard d'Estaing a occupé différentes fonctions. Il aimait à me dire qu'il a eu du plaisir à exercer aussi des fonctions exécutives locales, singulièrement à la présidence du Conseil régional d'Auvergne, et que l'humilité dont il a fait preuve dans son parcours politique après avoir exercé la magistrature suprême, peut-être aussi saluer l'homme de lettres, académicien. Au fond, il occupa secrétaire d'État, ministre, maire, président de conseil régional, député au Parlement européen. Il n'eut qu'un seul tort, ne pas être sénateur, mais il l'a largement souligné et remédié en défendant le bicamérisme avec beaucoup de passion et le sens de l'équilibre qu'on lui connaissait. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'adresser ces quelques mots devant la Haute Assemblée. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose que nous partagions ce moment à la fois de mémoire, d'hommage et de recueillement. Merci.